Bienvenue sur Géopolitis. Va-t-on un jour pouvoir juger des criminels de guerre en Syrie? Soyons précis, quand et comment va-t-on juger Bachar el-Assad pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité? Quand et comment va-t-on poursuivre en justice les autres criminels syriens? Le chef autoproclamé du tout aussi autoproclamé État islamique. De même, jugera-t-on un jour le chef de Al-Nosra affilié à Al-Qaïda? Ce sont là des questions, on ne peut pas vraiment y répondre pour le moment, mais le moment viendra, car la justice internationale notamment, a de la mémoire, elle a de la volonté et de plus en plus, elle a du soutien. On vient bien de condamner à 40 ans de prison Radovan Karadzic, l'ex-président des Serbes de Bosnie. Karadzic, reconnu coupable de génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre. On a bien jugé Milosevic, l'ancien chef d'État de la Serbie. On l'a même inculpé alors qu'il était encore président de son pays. On a aussi jugé Charles Taylor, le bourreau de son pays, le Libéria. Et tout récemment, on vient de juger et de condamner l'ancien numéro 2 du Congo, Jean-Pierre Bamba. Voilà 4 condamnés, 4 hommes qui n'auraient jamais imaginé, du temps de leur splendeur, si l'on ose dire, qu'ils auraient un jour non seulement à rendre des comptes, mais aussi à payer pour leur forfait. C'est un fait, la justice est parfois lente, très lente à se mettre en route, entravée qu'elle est ici et là par des pouvoirs politiques qui ne partagent pas avec elle les mêmes idéaux de justice ou qui, tout simplement, préfèrent que l'on ne remue pas le passé. Dans le cas de Bachar el-Assad, il y a d'ores et déjà de nombreuses voix et de multiples instances et organisations qui veulent voir le président syrien devant un tribunal. Et des preuves sont déjà recueillies par différentes ONG, extrait d'un reportage de la RTS avec François Ruchti sur cet extraordinaire travail d'enquête. Le lieu doit rester secret pour des raisons de sécurité. Dans ce carton, la preuve peut être de crimes de guerre. Ça ressemble à des rapports, des télégrammes. Ils ont été exfiltrés de Syrie la semaine passée. La Confédération et d'autres pays occidentaux soutiennent financièrement cette équipe d'une vingtaine d'enquêteurs. Le but, construire des dossiers pénaux. Pour ces enquêteurs, le travail est loin d'être terminé. Chaque jour, de nouveaux crimes de guerre sont commis en Syrie. Leur espoir, qu'un jour, la communauté internationale mette sur pied un tribunal spécial pour juger de ces crimes. Ce jour-là, les dossiers d'accusation seront prêts. Et petit à petit, le système se met en place. L'ONU dit qu'il faut juger le président syrien. En France, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire contre X pour crimes contre l'humanité. Enfin, si toute l'attention se porte sur le numéro 1 syrien, il convient aussi de ne pas oublier les autres, tous les autres criminels de guerre qui auront ainsi martyrisé le peuple syrien. Tous ces chefs de guerre, de milices et tous ces leaders extrémistes, au premier rang desquels on trouve bien sûr le numéro 1 de Daesh, le calife du pseudo-État islamique. Pour juger le président Bachar el-Assad, il existe en tout cas au moins 4 options possibles. Première option, dans le cas d'un renversement de situation, donc d'un renversement de pouvoir, un nouveau régime, quel qu'il soit, pourrait décider que c'est la justice syrienne qui est la mieux à même et la plus adaptée pour juger celui qui serait devenu l'ancien numéro 1 du pays. Un procès selon les lois syriennes avec des témoins, une accusation et une défense et un verdict qui serait énoncé au nom du peuple syrien. Deuxième option, c'est l'entrée en scène de la Cour pénale internationale, la CPI. Certes, la Syrie de Bachar el-Assad n'a jamais ratifié le traité de Rome qui a créé la CPI. Pour autant, ainsi qu'il en est pour toutes les autres nations non signataires, le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait décider, en vertu d'une résolution, de saisir la Cour, de lui demander une enquête pour violation des droits de l'homme. Mais, car il y a un mais, jusqu'ici, la Chine et la Russie, qui disposent d'un droit de veto au Conseil de sécurité, pourraient s'opposer à une telle saisine de la CPI. Troisième option possible, là encore en cas de changement de régime, le nouveau pouvoir décide de lui-même de saisir cette Cour pénale internationale, estimant qu'elle est mieux qualifiée pour juger l'ex-président. Enfin, dernière possibilité, elle repose sur la notion juridique de compétence universelle. Grâce à cette notion, les tribunaux de n'importe quel pays peuvent, s'ils le veulent, se déclarer compétents
pour juger des crimes très graves comme des crimes de guerre, crimes commis dans un autre pays contre une population ou contre des étrangers. À signaler que, sans aller très loin dans leur démarche, plusieurs pays ont d'ores et déjà accusé publiquement Bachar el-Assad de crimes contre l'humanité. C'est une situation à la fois très complexe et d'une grande simplicité. Très simple si, à l'instar de nombreux autres leaders extrémistes, Abu Bakr al-Baghdadi est victime de ce que l'on appelle une exécution extrajudiciaire, comme par exemple une attaque ciblée de drones ou de missiles. On est dans le cas d'une élimination physique, sentence vécue en son temps par Oussama Ben Laden. Pas de procès, pas de débat, pas de témoin, pas de verdict et une conclusion en forme d'exécution. En revanche, à supposer qu'un pays étranger s'empare vivant du pseudo-calife islamique, on ne sait pas avec précision de quelle juridiction il serait dépendant. Faudrait-il le remettre aux autorités syriennes et si oui, lesquelles ? Les autorités actuelles ? Dans quel climat politique ? Avec quelles assurances d'un procès juste et équitable ? Et s'il s'agit d'un nouveau pouvoir en place à Damas, là encore, quelles seraient les garanties d'un procès digne de ce nom ? Enfin, quelle capitale, occidentale ou autre, accepterait, avec les risques de représailles que cela représente, de juger un criminel de guerre aussi encombrant et potentiellement toujours dangereux tel que Abu Bakr al-Baghdadi. L'invité de Géopolitis, Alain Werner, vous êtes avocat à Genève, vous êtes le fondateur, le directeur d'une ONG qui s'appelle Civitas Maxima, dont l'objet justement est de réunir tout un faisceau de preuves contre des dictateurs, contre des criminels de guerre. On parle dans un instant de votre travail, mais tout de suite, Bachar el-Assad ou le calife al-Baghdadi, ils seront un jour devant un tribunal. Vous y croyez ? Alors oui, j'y crois. Pas immédiatement probablement. Après, la question, c'est devant la Cour pénale internationale, devant une autre instance. Mais la réponse à votre question, c'est oui. J'espère, je pense, je crois. C'est pas pour ça. Ils le méritent. Ils le méritent, sans aucun doute. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que de plus en plus, la justice internationale, elle est en train de faire son œuvre ? Absolument. Il y a 25 ans, elle n'existait pas. Ouais. Aujourd'hui, c'est une réalité. Des anciens chefs d'État qui sont condamnés. Beaucoup de procès qui se passent tous les jours à La Haye et ailleurs. Donc, la réponse, c'est oui. L'exception devient la règle, si j'ose dire. Avant, ce qui était exceptionnel, un chef d'État devant un tribunal, maintenant, c'est presque à coup sûr obligatoire. J'oserais pas dire la règle, mais en tout cas, on y travaille. Et je pense qu'effectivement, ça va dans le bon sens. Et encore une fois, il y a 25-30 ans, rien n'existait. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une réalité. Alors, prenons le cas de Bachar el-Assad. On comprend bien que s'il y a un changement de pouvoir, si les rebelles prennent le pouvoir, ils vont essayer de juger Bachar el-Assad. Mais au niveau de la communauté internationale, qui aujourd'hui va dire « Voilà, nous allons instruire un dossier pour que le président syrien ou le calife autoproclamé aille devant un tribunal ». Qui va prendre cette décision, en fin de compte ? Alors, on espère la communauté internationale. Évidemment, ensuite se pose la question de la juridiction. Oui. Et là, on arrive dans le débat technique. Aujourd'hui, pour être simple, malheureusement, la Cour pénale internationale n'aurait pas la compétence. Pourquoi ? Parce que la compétence, pour être simple, se fonde, il faut que les crimes aient été commis dans un pays qui aurait signé le traité de Rome. Ce n'est pas le cas de l'Irak, ce n'est pas le cas de la Syrie. Ou que la personne qui commet les crimes de guerre soit le ressortissant d'un de ces États, un Irakien et un Syrien. Donc, il n'y a pas de compétence. Comme vous le savez, il y aurait possiblement une compétence, disons, politique qui est prévue par le statut de Rome, qui est les Nations Unies et le Conseil de sécurité. Il y a 2 ans, je pense, en 2014, une résolution a été présentée, veto des Chinois, veto des Russes. Donc aujourd'hui, il semble assez clair qu'il n'y aura pas, dans l'immédiat, la Cour pénale internationale. Mais prenons un exemple précis. Imaginons que le président syrien prenne la fuite et il arrive à Paris ou à Bruxelles ou à Genève. Qu'est-ce qu'on en fait ? Alors ça, c'est En vertu de quel droit on pourrait leur dire « vous êtes en état d'arrestation » ? Alors ça, c'est l'exemple qui a été le fondateur dans notre domaine, c'est l'exemple Pinochet. Oui. Vous vous rappelez 98-98, Pinochet à Londres, un mandat d'arrêt espagnol transmis aux autorités britanniques. Pinochet, à la stupéfaction générale, a été arrêté. Il ne savait pas qu'il y avait. Bien sûr que non. Alors vous vous rappelez que Pinochet n'était pas un chef d'État en exercice, donc c'est là où les questions se posent. Si Bachar el-Assad voyage aujourd'hui n'importe où, il a une immunité qui ne permettrait pas une arrestation. Baghdadi, bien sûr, c'est pas la même chose. Évidemment, il ne va pas voyager. Mais la réponse à votre question, c'est que si Bachar el-Assad part parce qu'il n'est plus président, alors effectivement, le fait qu'il voyage, qu'il se rende quelque part, sa présence fonderait la juridiction. Dans un idéal de justice, est-ce qu'il faut mieux qu'un criminel de guerre soit jugé dans son propre pays
Ou est-ce qu'on part du principe que là, il n'y a pas de justice équitable, pas de procès équitable, parce que ça se passe sur les lieux du crime? Alors, pour nous, toujours, évidemment... Idéalement, hein, presque. Absolument idéalement, nous, on veut toujours que la justice se passe là où les crimes ont été commis. Ouais. Donc, il faudrait que ce soit en Syrie. Pour l'histoire? Non, mais même par rapport, par rapport aux gens qui Par sont rapport aux là, victimes. par rapport aux victimes contre lesquelles les crimes ont été commis, tout s'est passé là. Donc nous, on part toujours du postulat que la justice doit être rendue là. Maintenant, la plupart du temps, on travaille, évidemment, la justice internationale est politique, parce qu'on parle de crimes qui sont éminemment politiques, et donc la plupart du temps, toutes ces options, qu'elles soient nationales ou internationales, elles arrivent au moment où c'est pas possible de faire un tribunal en Syrie ou en Irak pour des raisons évidentes. Mauvais exemple, Saddam Hussein. On a bien vu que le procès n'était pas un vrai procès. Et ça a été tout à fait discrédité. Et je pense qu'aujourd'hui, aucun juriste dans mon domaine ne vous parlera de cette jurisprudence-là. Ce n'est pas un procès qui a aidé la jurisprudence internationale ou qui a permis à, disons, faire avancer pour nous la justice internationale. Parlez-nous de votre travail et de votre ONG. C'est un travail de fourmi. Vous allez partout, vous recueillez les témoignages des victimes, Et puis, qu'est-ce que vous en faites ensuite de tous ces papiers, de toutes ces preuves? Alors, justement, c'est là où, à mon avis, tout ça est vraiment porteur d'espoir, parce que sur cette documentation-là, on peut en faire des choses. Et pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est fondamentale dans notre domaine, c'est que ces crimes-là, c'est paradoxal à dire, mais d'une certaine façon, ils ne meurent jamais. Oui. Donc, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, c'est des crimes qui sont imprescriptibles. Donc, si vous documentez aujourd'hui, que ce soit 10 ans, que ce soit 20 ans, que ce soit 50 ans après, on peut juger. Je vous donne un exemple dans lequel j'ai participé, qui pour moi a toujours été l'exemple qui me porte aujourd'hui à faire cette documentation avec Civitas Maxima dans différents endroits, c'est les Khmers rouges. Oui. Moi, j'étais avocat là-bas en 2009 sur les premiers procès. Les Khmers rouges, si vous y pensez, des crimes entre 75 et 79, 1,5 million, les historiens les plus conservateurs, 1,5 million de personnes mortes pendant presque 40 ans, il ne s'est rien passé. Or, en 2014, Nunchea et Nkyo Sampan, les plus hauts dignitaires Khmers rouges, ont été jugés. Nunchea, il est né en 1926. Oui. Mais votre travail personnellement, vous allez voir les victimes, les familles des victimes, et ensuite vous apportez tout ça à qui? À un procureur en lui disant, voilà, monsieur le procureur, maintenant faites votre travail? Alors nous, comment ça se passe? On est des inventeurs de juridiction. Inventeurs, c'est très joli comme terme. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on garde les preuves, et après on fait une analyse juridique pour comprendre où possiblement il y aurait juridiction. Voilà. Soit, la plupart du temps, la réponse est non, dans le pays où les crimes ont été commis, soit si une personne voyage, se trouve dans un endroit où il peut être jugé, soit si vous avez une victime qui est quelque part, ou si vous avez quelqu'un qui voyage. Donc, nous, réellement, on fait un travail de collecte de preuves, et ensuite, juridiquement, on essaie d'inventer. Il y a les deux, il y a les preuves. Et en fait, vous mettez un peu les gens ou certaines institutions dans l'obligation de travailler, puisque vous leur amenez, si j'ose dire, un dossier tout préparé. Et alors, c'est là où c'est important. C'est une bonne technique, ça, c'est nouveau. Moi, je trouve que c'est là où c'est important d'être indépendant, parce qu'effectivement, je vais voir les procureurs, et il y a des unités de crimes de guerre partout en Europe maintenant, je vais les voir avec mes dossiers, et je leur dis, voilà, vous avez un cas là, voilà les preuves, voilà les témoins, voilà la juridiction. Mais évidemment, il faut être indépendant pour pouvoir, s'ils disent non, au nom des victimes, leur dire, eh ben nous, on se bat jusqu'à... Voilà. En un mot, vos prochaines victimes, si j'ose m'exprimer ainsi. C'est difficile. Vous le faites secrètement, discrètement. Disons que le fait de vous le dire aujourd'hui serait un problème pour moi demain. Disons qu'on travaille sur certains pays, pour l'instant d'Afrique de l'Ouest, avec pas mal de succès. On a eu 3 arrestations là, ces derniers mois. Et puis disons que malheureusement, on est dans un domaine où il y a beaucoup de travail de sollicitation. Oui. Donc voilà, ce sera une réponse sibylline, mais c'est difficile pour moi de vous répondre autre chose. On comprend. Bonne suite dans votre travail. Merci Alain Werner. Je rappelle que vous êtes avocat à Genève et vous êtes le fondateur et le directeur de cette ONG qui s'appelle Civitas Maxima. Merci à vous. Merci. Il faut lire les attendus du jugement prononcé par le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie à l'encontre de l'accusé Radovan Karadzic. Tous les motifs de la condamnation à 40 ans de prison de l'ancien numéro 1 des Serbes de Bosnie pourraient être repris presque tels quels dans le dossier d'accusation d'un Bachar el-Assad ou d'un Abou Bakr al-Baghdadi. 2 dirigeants qui, à l'image de Karadzic, étaient et sont encore le fer de lance des structures militaires, politiques ou gouvernementales ayant conduit à toute une liste de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide. À l'image de Radovan Karadzic, le président syrien et le chef de Daesh pourraient être poursuivis et condamnés pour avoir sélectionné leurs victimes sur la base de leur identité et de leur confession, sans oublier les crimes de persécution, meurtre,
viol, traitement inhumain et transfert de force de population. Voilà pour l'acte d'accusation. Il reste à trouver le tribunal qui serait habilité à le dresser. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos remarques et commentaires sur ce thème des criminels de guerre face à la justice, des séquences vidéo, des sites internet, de l'infographie, notre séquence vue du passé, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.